J'aimerais retourner, en tout cas dans un futur proche, en Martinique. Voilà, pour plusieurs raisons. La première, je pense que c'est parce que je me vois pas du tout, ne serait-ce que élever une famille en France hexagonale. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune Martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anthony à mon micro. Bonjour Anthony, comment tu vas ? Salut, très bien toi ? Écoute, il fait chaud, il fait beau, donc ce sont des conditions idéales d'enregistrement, donc on est très contents. Écoute Anthony, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour nos auditeurs et nous dire de quel département es-tu originaire ? Ok, écoute, déjà bonjour à tous, Anthony Cabassé, 28 ans, bientôt 29. Alors je suis originaire de la Martinique, voilà. Ok, très bien, super. Clair, net et précis, concis, on aime bien. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis spécialiste de la performance chez Ikea. Globalement, ça consiste à analyser les performances de nos environnements digitaux, comprendre l'expérience client afin de leur proposer le meilleur parcours client possible, que ce soit sur Internet, sur les applications mobiles ou encore en magasin. Et ça te plaît ? Écoute, c'est top. Je m'amuse, je m'éclate. Tu fais ça depuis combien de temps ? Ça va bientôt faire 2 ans là. Dis-moi combien de temps t'as passé en Martinique ? Alors, écoute, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence jusqu'à effectivement, j'y suis resté jusqu'à 21 ans. 21 ans, ouais. T'as grandi là-bas, t'es né, t'as grandi là-bas. Comment tu décrirais la vie en Martinique ? C'est une question assez large, je dirais. Qu'est-ce qui caractérise ? En fait, on est un peuple très très chaleureux. On a vraiment cette joie de vivre, ce qui se manifeste, mais vraiment à différents moments de notre vie. On le voit avec pas mal de festivités, d'événements tout au long de l'année qui caractérisent effectivement cette joie de vivre, ce partage, bien qu'on est quand même concerné par certaines problématiques profondes liées à notre histoire, etc. Mais je pense que c'est vraiment le côté... ce qui me marque, c'est cette chaleur qu'on dégage, qui se fait ressentir, on sent qu'on est chez soi en fait. Je sais pas si toi ça t'arrive, mais quand je prends l'avion et que j'atterris, je sais pas, il y a cette atmosphère en fait, je sens que je suis à la maison, il y a le créole, voilà, enfin ces sourires, ces blagues, voilà, qui caractérisent un peu notre peuple, quoi. Quels événements pour toi que tu préfères, du coup, qui représentent cette chaleur dont tu parles ? Alors le carnaval, déjà, je pense que on sera plusieurs à être d'accord là-dessus. Ouais, carnaval. Après, effectivement, j'adore aussi cette période de Noël où on a pas mal les cantiques, les chantés Noël. Ça, je trouve ça hyper. C'est ce moment-là qui caractérise vraiment ce partage. On ramène, en famille. On ramène des repas, des boissons, et puis c'est le moment justement de rigoler, de blaguer. Quel autre moment encore on peut se retrouver ? Non, je pense que c'est les moments, ne serait-ce qu'en famille aussi. Le week-end, on va se poser au bord de la plage, on fait des grillades. Ça, je trouve, ce sont des moments pour moi qui sont assez importants. Ouais. T'as une certaine qualité de vie qui fait que tu t'y sens bien. Indéniable, totalement. Incomparable à cette vie... parisienne, je dirais. On va y arriver tranquillement, mais je vois que ton avis est déjà un peu orienté. C'est clair. Mais ok, très bien. Du coup, alors rapidement, tu parlais des problématiques liées à notre histoire. Qu'est-ce que tu fais en référence à quoi ? Écoute, aux récents événements, je dirais, d'actualité, avec le chlordécone. Enfin, récents événements, c'est par rapport au ce non-lieu potentiel. Mais oui, le chlordécone, je pense qu'on est tous touchés. On a une bonne partie de la population contaminée, donc oui, je fais référence surtout à ça. Aux problématiques liées au coût de la vie qui est assez élevé. Quoi d'autre ? Pas mal de problématiques en tout cas qui ont pour source en fait l'esclavage. Je trouve que il y a pas mal de choses qui sont faites d'ailleurs un peu aux Antilles en ce moment, donc j'essaie de tendre l'oreille, de savoir ce qui se passe. Et avec, par exemple, le déboulonnement des statues, etc. Donc je fais référence à ça. Ouais. Tu parlais de la différente qualité de vie entre la Martinique et Paris. Pourquoi tu es parti en France hexagonale ? Pour les études, je me sentais pas prêt pendant un moment à partir.
à m'orienter justement vers l'Hexagone. Mais voilà, c'était pour des questions de ma formation, en tout cas dans le digital, on avait à l'époque, bon, bien que c'est pas ça date pas non plus de très loin, mais on n'avait pas suffisamment de formation dans le digital. Voilà, donc j'ai fait une formation de Master 1 en marketing, internet et conception de sites à l'EGC d'ailleurs, très bonne formation. À l'occasion d'ailleurs. Mais voilà, c'est une formation qui s'arrêtait en Master 1 et j'avais envie de vraiment aller, pourquoi pas valider un Master 2, c'est juste une année, je me suis dit autant aller jusqu'au bout. Et dans ce cas précis, on n'a pas beaucoup de formations qui peuvent justement délivrer ce genre de certification, de diplôme. Donc effectivement, pour moi, ce choix était plutôt obligé. En fait, si je voulais vraiment valider un Master 2, il fallait pour moi m'orienter vers l'Hexagone. Donc, d'où ce départ à Bordeaux à l'époque. Pourquoi tu n'étais pas prêt à partir ? Je me sentais pas... je sais pas, une certaine peut-être maturité en fait. Il y en a qui partent peu après le bac. Moi, j'ai préféré rester un moment, être sûr de mon choix, de ma formation, puisqu'effectivement, c'est une période durant laquelle ça peut être compliqué pour certains de trouver la voie qui, justement, est susceptible de nous plaire, puisque forcément, c'est un investissement personnel, du temps. Donc, j'ai préféré attendre, faire le GC, notamment... ce bachelor pendant 3 ans, donc ça m'a permis effectivement d'avoir une vision plus claire de ce qui me plaît. Donc tout ce qui est école de commerce, donc j'ai fait du marketing, de la comptabilité, pas mal de disciplines. Et effectivement, c'est à ce moment-là que j'ai découvert une appétence pour le e-commerce. Donc voilà, là une fois que j'ai su que c'est cette formation, en tout cas c'est ce domaine qui me plaisait, je me suis dit allez pourquoi pas vraiment aller jusqu'au Master 2. Super. Parce que du coup, tu te voyais pas, justement faire cette recherche un peu de ta voie professionnelle. Ça aurait été peut-être plus compliqué en dehors du cocon familial, entre guillemets. Exactement. Et puis, il y a la question financière. C'est pas évident de partir. Il faut louer un appartement, payer une formation. J'ai préféré, en tout cas, capitaliser sur le fait que, il y avait quand même quelques formations intéressantes, comme le GC. Bien que effectivement ça reste une école privée, mais autant rester me préparer à ce départ psychologique aussi, puisque on peut il y a un choc culturel, je pense qu'on va peut-être y venir en plus tard, mais me préparer à ce départ. Je pense que c'est pas évident pour certains, et moi il m'a fallu peut-être quelques années avant d'entamer ce choix. Quelle était ton impression quand tu es arrivé à Bordeaux ? Je dirais que il y a ce choc culturel, je dirais. On arrive dans un nouvel environnement, on perd nos repères. On arrive dans une ville qui est quand même assez grande, Bordeaux. Bien que c'est pas comparable à Paris, je trouve, mais Bordeaux ça reste assez grand. On a le tram. Je sais pas, j'étais un peu impressionné, je dirais au début, mais l'idée c'était de prendre rapidement ses marques. Moi je dirais c'est ce choc, c'est un choc culturel. Forcément, on n'a pas les mêmes températures, donc c'est vraiment s'adapter aussi à un nouveau mode de vestimentaire. Je suis arrivé en plus en septembre de mémoire, donc là effectivement la température commençait un peu, on arrivait en automne, donc les températures commençaient à diminuer, donc tout de suite il fallait trouver de nouvelles façons de s'habiller, je dirais. Mais c'est ça en fait, c'est un nouvel environnement quoi. On est un peu en perd-pied, je dirais. Ah oui. Ouais, carrément. Ok, comment t'as fait pour t'adapter à ce nouvel environnement ? Justement, reprendre pied. Est-ce que t'as posé des questions à ton entourage ? Est-ce que t'as demandé conseil ? Je sais pas. Comment j'ai fait ? Effectivement, l'idée, ça a été avec l'école, justement, en intégrant justement l'INSEC, puisque j'ai intégré l'INSEC de Bordeaux, l'idée, ça a été effectivement, tisser des liens avec, pourquoi pas, des personnes de ma communauté. Donc, j'ai retrouvé rapidement des Antillais présents sur place. Donc, le contact se faisait plus naturellement, et ça me permettait justement, de retrouver, quelques copains, quelques potes, justement, et se sentir un peu chez soi, je dirais. Ouais, totalement. Est-ce que tu as réussi à tisser des liens avec des gens qui n'étaient pas forcément antillais ou venant des Outre-mer ? Oui, mais ce sont des liens qui n'ont pas, pour le coup, duré, je trouve. Là, c'est des liens qui n'existent plus. Mais au début, oui. De toute façon, je suis assez sociable, je dirais, donc... Le contact s'est fait naturellement, notamment à l'école. Mais c'était vraiment des liens plutôt orientés vers des ressortissants des territoires d'outre-mer, en fait. Forcément, c'était plus simple. Des Martiniquais, Guadeloupéens, des Réunionnais, surtout. Ouais. Après, il y a une autre stratégie qui a été aussi d'intégrer une association
Donc j'ai intégré Martinique Ambition Jeune. Donc ça a été effectivement, notamment pour moi, une possibilité de rencontrer d'autres Martiniquais et puis aussi d'aider tous ces primo-arrivants qui sont aussi comme moi, qui ont eu ce choc culturel, qui n'avaient pas trop de repères pour se retrouver, pour justement leur fournir en fait premiers conseils, mais aussi les parrainer, les accompagner un peu sur le long terme. Donc ça a été vraiment une occasion pour moi de retisser des liens, mais aussi participer à des événements intéressants. On faisait des chantiers de Noël aussi en fin d'année. Donc voilà. Après, je pense qu'il faut pas hésiter en tout cas pour ma part, à essayer d'aller vers les autres. Je pense que c'est pas évident pour certains, mais moi qui suis un peu plus extraverti, pour moi c'était pas très compliqué, d'aller vers les autres pour tisser des liens, peu importe la nationalité, l'origine, etc. Donc tu n'es pas resté uniquement dans la communauté antillaise ou ultramarine Je dirais non, mais je traînais quand même à l'époque beaucoup plus avec les Antillais, totalement. Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure que les amitiés avec, par exemple, les hexagonaux, n'ont pas duré. Est-ce que c'est parce que pour toi, il y a, entre guillemets, une différence culturelle qui fait que, au bout d'un moment, t'as du mal à connecter, ou est-ce que c'est plus une question de personnalité? Il y a des gens avec qui, ça marche, ça passe pas, et peu importe qu'ils soient antillais ou pas antillais. Ou est-ce que cet aspect culturel, dans les amitiés et les relations, pour toi, ça fait une différence? Ah ouais, carrément, ça fait une grosse différence, je trouve. Pour moi, ça reste... je suis pas intransigeant là-dessus, mais pour moi, effectivement, connaître ma culture, c'est aussi... j'aime beaucoup ma culture, donc c'était plus simple pour moi, effectivement, de m'orienter vers les Antillais de manière générale. Après, pour on va dire les hexagonaux, c'est une question culturelle. On n'avait pas du tout les mêmes appétences, on fêtait pas les mêmes choses... C'était un contact plus compliqué, je dirais, plus compliqué à maintenir, mais... T'as peut-être plus d'efforts à faire. Oui, j'ai l'impression, ouais. Et puis, de leur part aussi, pour s'ouvrir aussi à nous, c'est pas évident, je trouve. Après, c'est quelque chose qui revient souvent, je trouve. On me dit que, entre guillemets, les Français de France, ne sont pas n'étaient pas trop hyper ouverts. C'est des choses que j'ai entendues de par d'autres nationalités, d'autres personnes des expatriés, qui arrivaient en France et qui trouvaient effectivement que il fallait vraiment redoubler d'efforts pour établir des connexions avec Toi, tu l'as senti, toi, à ton niveau? Un peu quand même, un peu. Après, peut-être que je fournissais pas assez d'efforts, mais en tout cas, ouais. Après, oui, forcément, une fois que tu te retrouves avec les Antillais, c'est compliqué, Tu restes dedans, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que, je comprends tout à fait ce point de vue, parce que quand tu arrives ici, il y a tellement de choses à intégrer et auxquelles il faut s'adapter très rapidement, parce que quand tu arrives en septembre, j'imagine que la rentrée, c'est dans une semaine, 10 jours, il y a la différence de température, il faut gérer tu gères ton indépendance, parce que quand t'es tout seul, il n'y a plus papa, maman. Donc il y a plein de choses à gérer, donc forcément, pour mieux vivre ce choc, tu te raccroches à ce que tu connais. Et ce que tu connais, c'est ta culture antillaise, etc. Donc, et les personnes antillaises qui vont comprendre aussi ce choc que tu as, et peut-être entre vous, vous allez en parler, en rigoler, et dédramatiser la chose. Et du coup, tu disais que tu aimes beaucoup ta culture. Qu'est-ce que tu aimes dans ta culture antillaise, martiniquaise, plus particulièrement? On se prend pas trop au sérieux, je dirais. On déconne beaucoup. Et puis je trouve que pour moi, c'est important le créole, C'était vraiment pour moi un moyen de pouvoir continuer à parler créole aussi. Et puis le contact, il est plus simple, il est facile en fait. Puis il y a les événements, les soirées antillaises, tout... Là, il sourit, là. Je sens qu'il y a des souvenirs qui défilent devant ses yeux. Parle-nous un peu des soirées. Qu'est-ce qu'elles ont, ces soirées? Non mais les soirées antillaises, on sait ce que c'est. Non mais je trouve que on a cette joie de vivre. Et puis la musique, le dancehall, le reggae, donc toutes ces soirées-là, c'est une manière de rester connecté avec nos racines, Qu'est-ce que ça t'a apporté ton arrivée et ta vie en Hexagone? Alors du positif, je dirais. Du positif, puisque je pense que je suis quand même fier du chemin parcouru. Déjà effectivement, ne serait-ce que au niveau scolaire, universitaire, j'ai validé mon master 2, donc effectivement j'avais déjà cet objectif, et ensuite j'ai pu enchaîner rapidement sur
durant en tout cas cette période universitaire, mais voilà, faire des stages, améliorer justement ce profil professionnel, mon employabilité, apprendre pas mal de choses. Je pense qu'effectivement, si j'étais resté en Martinique, j'aurais pas eu autant d'opportunités. Pour moi, c'était un moyen d'apprendre de nouvelles choses, de valider ce master 2, mais aussi effectivement intégrer, commencer à avoir mon CDI dès Bordeaux. Voilà, je suis resté travailler 2 ans, donc j'ai pu améliorer ma vision sur tout ce qu'apporte le digital en termes pour acquérir de nouveaux clients, etc. Voilà, tout le potentiel du digital à l'époque. Et puis effectivement, j'ai voulu donner une dimension professionnelle un peu plus importante en me redirigeant vers Paris. Voilà, on a un bassin d'emploi qui est beaucoup plus important, où il y a beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus simple de trouver, en tout cas dans le digital, un poste à Paris qu'en province. Voilà, j'ai décidé de partir ensuite, au bout de ces 2 ans, donc je suis arrivé à Paris. Paris, stress, puisque c'est un nouvel environnement, c'est beaucoup plus speed, là il y a le métro, enfin ça va vite, il y a un chemin à gauche pour tous ceux qui veulent... Dans l'escalator, oui. Voilà, tout ça, c'était nouveau pour moi. À Bordeaux, il n'y a pas ça? Non, franchement, ils sont chill. Hein. Il n'y a personne qui court dans l'escalator. Enfin, ah ouais? Ok. Non, donc c'est purement parisien de... Exactement, ouais, je pense. Ouais, Paris, c'est autre chose. Après, Paris, voilà, c'est encore beaucoup plus d'antillais, en fait. Beaucoup plus de soirées aussi, de choses où il y a pas mal voilà, on retrouve beaucoup plus de restos antillais. Enfin, Paris, c'est très, très cosmopolite. Après, voilà. Après le stress, ça a laissé place vraiment à ce travail. Je voulais vraiment m'améliorer au niveau professionnel, prendre de nouvelles choses, voilà, améliorer mon expertise, mon expérience. Et voilà, moi, globalement, je suis content d'avoir pris ce risque, on va dire, de partir, bien que ça peut être compliqué. Dans mon cas, ça a été le cas au niveau financier, voilà, puisque il y a des aides qui existent, que ce soit pour se former, donc il a fallu que je passe par là, mais voilà, je trouve que pour moi, ça a été bénéfique en tout cas, et je suis fier d'avoir fait tout ça, quoi. Après, je suis pas encore arrivé, mais c'est déjà une bonne chose, quoi. Pour moi, ouais. En tout cas, venir ici, que ce soit à Bordeaux ou Paris, c'était un vrai tremplin pour ta carrière professionnelle. Totalement. Ce que j'ai compris aussi, donc quand tu arrives à Paris, tu es encore plus connecté aussi avec la culture antillaise et les événements autour des Antilles. Exactement. Voilà, puisque c'est à Paris que j'ai pu aussi commencer bien que je pense qu'à Bordeaux, ça doit sûrement exister, mais je suis entré dans un club de lecture aussi, dédié aux auteurs afro-caribéens. Donc voilà, j'étais dans cette démarche aussi d'apprendre un peu plus sur mon histoire, comprendre mon passé, comprendre en fait l'implication de la France dans pas mal de choses, etc. Donc pu vraiment me reconnecter aussi un peu plus Paris, et puis il y a pas mal d'événements aussi culturels, donc non, Paris c'est top aussi pour ça. Ouais. Il s'appelle comment ce club de lecture? Alors c'était Book and Brunch, je sais pas s'il existe toujours ce club, mais en tout cas voilà, très très bon club où on se retrouvait une fois par mois autour d'un livre. Pendant ton temps à Bordeaux et Paris, comment tu as vécu l'éloignement avec la Martinique? Enfin, comment tu vis l'éloignement avec la Martinique, parce que tu es toujours à Paris? Alors pour moi, le plus dur, c'est la famille. Pour moi, c'est l'une de mes valeurs les plus importantes, la famille. Donc j'ai vraiment un lien très étroit avec mes parents, mon frère aussi. Et effectivement, ça reste très très compliqué pour moi de pas les voir tout simplement, d'attendre plusieurs mois avant de les voir. Voilà, j'essaie de les voir en tout cas au moins une fois par an. Donc ça a été l'élément le plus compliqué pour moi, je pense. Et puis forcément, ces changements de température. Là, effectivement, l'hiver, changer de style vestimentaire, bien que bon, après ça passe. Une fois en fait, c'est les transitions, les entre-deux entre les saisons qui sont parfois un peu difficiles. Voilà, l'automne où parfois il fait frais le matin, il fait très chaud l'après-midi. Enfin voilà, il y a des périodes un peu pas simples en tout cas pour s'adapter, mais après mais voilà, je dirais la famille, la température et puis la qualité de vie. La qualité de vie, je trouve qui n'est pas comparable. J'aime beaucoup aller à la rivière, aller à la mer et puis voilà, le fait de ne plus avoir ça reste compliqué. Ouais. Okay, donc l'aspect nature aussi te manque. Ouais. Carrément, totalement. Ouais. Paris, c'est beaucoup de bitume, hein, quand on regarde bien, beaucoup de bâtiments, bien que voilà, il existe des parcs. Oui, il faut s'éloigner un peu. Il y a la campagne, mais ouais, je reste quand même fermement attaché vraiment à mon île natale. Quel est ton rapport à la culture martiniquaise dans ton quotidien? Est-ce que tu cuisines antillais? Est-ce que tu vas à des événements? Bon, tu m'as dit les soirées, ça on aurait compris. Mais voilà, enfin, dans ton quotidien, à Paris. Quel est ton rapport avec la culture martiniquaise? Est-ce que tu regardes des émissions? Est-ce que tu écoutes des podcasts, par exemple? Alors, déjà, ne serait-ce que la cuisine, j'essaie de cuisiner un peu des plats
locaux, je dirais, puis de faire pas mal de restaurants antillais en général. Après, que puis-je dire de plus? Oui, l'idée c'est de toujours participer à des événements culturels, le théâtre aussi, pas mal de représentations, mais aussi voilà tout ce qui a un rapport à la culture noire, je dirais. Voilà, par exemple, quand je participe, il y a pas mal d'événements liés au 22 mai, puis des questions liées aux problématiques rencontrées aux Antilles. Donc j'essaie vraiment de me tenir informé globalement et puis de suivre l'actualité globale, quoi. J'essaie de suivre, en tout cas, de me tenir informé le plus que possible. T'as parlé de resto, que ça m'a fait tilt. Est-ce que t'es allé à Tikas Créole? Tikas Créole, si, totalement. Elle est pas mal. Alésia, il est trop bon, franchement. Alors, c'est pas sponsorisé, hein, mais c'est gratuit, on y va. Il y en a comme ça. Il y en a un autre à Montparnasse aussi. Ah ouais, ok, ouais. Trop bien. C'est la Créole, je crois. Ouais, je sais pas. La Créole, ok. Ouais. En tout cas, Tikas Créole à Alésia, j'avais pris c'était du porc roussi. J'ai voyagé. Franchement, j'ai pas pris le billet. C'est bon, pour 15 €. C'est bon. Franchement, c'était trop bon. Voilà, donc, allez-y. Allez-y. Non, franchement, allez-y. C'est sans exactement. Sans hésiter. Puis, du coup, là, on a parlé pas mal de ton rapport à la culture sur Paris. Voilà, que tu fais pas mal d'événements, que tu vas dans des restaurants, etc. Que voilà, que ta famille te manquait, parce que tu étais ici, sur Paris, et eux, sur Martinique. Est-ce que tu aurais envie un jour de retourner vivre là-bas? Alors totalement. Pour moi, c'est un projet que j'essaye en tout cas d'alimenter le plus régulièrement. C'est-à-dire que je prépare en ce moment mon retour aussi. C'est un retour qui doit être, je pense, préparé. Quand on prend cette décision de retourner au pays, c'est une question à ne pas prendre à la légère, puisque forcément, que ce soit professionnellement, mais aussi au niveau de la vie, c'est pas la même chose. Le coût de la vie, etc. Donc moi, je me prépare. J'aimerais retourner, en tout cas dans un futur proche en Martinique. Voilà, pour plusieurs raisons. La première, je pense que c'est parce que je me vois pas du tout, ne serait-ce que élever une famille en France hexagonale. Pour moi, j'aimerais que, en tout cas, quand j'aurai des enfants, si possible, que mes enfants puissent vraiment être attachés à leur culture, qu'ils puissent parler créole. Pour moi, ça reste hyper important pour moi. Être très proche de mes parents aussi. Je pense que comme on dit, time flies, donc il faudrait que pour moi je puisse vivre encore des moments avec la famille avant que qu'il soit trop tard, hein. Donc pour moi ça reste important d'être auprès d'eux. Et puis je pense que j'aimerais aussi apporter mon savoir-faire, mon savoir-être, apporter tout ce que j'ai appris au niveau professionnel et justement le mettre à profit des entreprises locales. Voilà, je sais pas, les accompagner dans tout ce virage numérique, digital, qui puisse aussi prendre en compte l'importance du digital vraiment dans notre façon de consommer maintenant. Je pense que ça a déjà été fait, enfin c'est en cours et il y a pas mal de nouvelles startups en Martinique qui justement déblaient un peu le chemin. Mais voilà, j'aimerais quand même retourner et aider mon pays, quoi, totalement. Très bien. Et du coup, comment tu prépares ce retour? Est-ce que tu postules déjà? Comment ça se passe pour toi de ton côté? Alors l'idée déjà pour moi, c'est d'avoir une vision claire on va dire, des secteurs qui recrutent. En tout cas, pourrait recruter. Après, la difficulté aussi en termes de recrutement, et surtout dans mon domaine, c'est que je pense pas avoir l'équivalent de ce que je fais ici en Martinique. Donc forcément, il y aura quelques concessions à faire. Mais voilà, j'essaie déjà de scanner, de me renseigner un peu sur les secteurs, les entreprises qui seraient susceptibles d'avoir ce type de besoin, puis d'être totalement être à l'écoute du marché, pourquoi pas effectivement envoyer quelques candidatures, ça j'en fais régulièrement, je reçois aussi de recruteurs. Donc voilà, j'essaye de comprendre, puisque c'est pas aussi la même façon, les mêmes rapports, le même management ici. Je trouve qu'on a un management très très paternaliste en tout cas en fonction des entreprises en Martinique, qu'on n'a pas ici. Donc l'idée c'est aussi de changer son mindset, c'est pas la même chose. Oui, je le prépare à ce niveau, quoi, totalement. Juste, en tout cas au niveau professionnel, puisque pour moi, avoir un projet clair, défini, net, c'est vraiment sine qua non pour effectivement envisager un retour en Martinique.
Pour toi, si tu fais un retour sur un coup de tête, ça se passera mal ou en tout cas, ce sera pas idéal. Ah non, moi en tout cas c'est pas quelque chose que je recommanderais à mes potes. On a quand même un pourcentage assez important de jeunes sans emploi, voilà, au chômage. Ça reste c'est un marché qui est très tendu. Parfois quand on n'a pas justement de filon, de bras long comme on dit, ça peut être compliqué de trouver un emploi. Donc je pense que c'est quelque chose, il faudrait au minimum avoir des entretiens sérieux, d'avoir vraiment des contacts sérieux avant d'envisager vraiment un retour. Pour moi, le risque, c'est de se retrouver en Martinique sans emploi et galérer, ne pas trouver de boulot et puis être dégoûté pour repartir au final vers l'Hexagone. Donc non, pour moi, il faut vraiment préparer ce retour en amont. Ouais. Si demain on te propose une fiche de poste équivalente à ce que tu fais, équivalente en termes de rémunération, est-ce que tu pars ? Je pars direct, je prends mon billet dès demain. Non, effectivement, je sens que je commence à avoir fait mon temps ici. Ouais. C'est bien d'aider les entreprises là-bas, quoi, mais il faudrait aussi apporter sa pierre à l'édifice aussi en Martinique. Donc pour moi c'est important. Et puis on parle il y a pas mal de sujets qui reviennent sur la table, comme le génocide par substitution, etc. Enfin voilà, j'essaie de me renseigner sur ça. On voit bien et on a ça a un impact sur la culture aussi. Donc il faut pouvoir se dire à un moment donné, allez, rentrons chez nous pour un peu apporter notre savoir-faire. Après, il y en a qui veulent pas retourner, c'est aussi bien en fait. Ils font rayonner la Martinique ailleurs, à l'étranger, notamment dans l'Hexagone. Donc, félicitations à eux et qu'ils continuent ainsi. Moi, mon ressenti, effectivement, c'est de retourner chez moi. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais faire dans un futur proche. D'accord, ok. Parce que tu parlais de génocide par substitution. C'est intéressant, effectivement, parce que on a chaque année une vague de départ des jeunes bacheliers antillais qui partent pour se former, et c'est très bien, il n'y a pas de il n'y a pas de sujet là-dessus. Je pense qu'effectivement c'est très riche, ça peut être très enrichissant de voir ce qui se passe ailleurs, que ce soit en France, au Canada, dans la Caraïbe, peu importe où vous allez. Mais effectivement, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est vrai que je pense que au vu des problématiques que connaissent nos territoires, nos peuples, si les jeunes qui sont formés, qui peuvent apporter un bagage, peuvent rentrer, faisons-le, parce que on voit bien que notre population elle diminue, elle devient de plus en plus âgée, etc. Il y a des défis écologiques, soit avec la sargasse, le chlordécone, économique aussi, puisque je pense que si on veut justement permettre à nos territoires de faire, parce que maintenant, dans un monde mondialisé où tout le monde est en concurrence, si la matière grise n'est pas sur le territoire, ça n'aidera pas. Donc je pense que, et puis pour ne serait-ce que même personnellement, pour reconnecter avec son territoire, c'est important. Je suis totalement d'accord. Parce que du coup, tu as parlé de la famille, que tu voudrais pas que tes enfants grandissent. Tu voudrais évidemment que tes enfants grandissent là-bas, en Martinique. Qu'est-ce que tes enfants n'auraient pas s'ils grandissaient en Hexagone qu'ils auraient en Martinique? Pour moi, pour plusieurs raisons. Qu'est-ce qu'ils n'auraient pas? Déjà, le créole. Je pense que on le voit, il y a pas mal. Après, c'est un constat personnel, mais j'ai constaté qu'il y a pas mal d'enfants, d'Antillais en tout cas, qui ont grandi en fait dans l'Hexagone et qui comprennent le créole, mais qui ne le pratiquent pas parce que justement ils n'ont pas cette possibilité de pouvoir pratiquer cette langue, ne serait-ce qu'à l'école ou justement dans certains moments justement dans leur vie, ils ne pratiquent pas. Donc je trouve que c'est un risque pour nous de perdre en fait cette langue qui est riche. Et pour moi, effectivement, une culture, l'un des premiers facteurs, en tout cas, l'un des premiers éléments d'une culture, ça reste la langue. Donc pour moi, c'est important de pratiquer le créole. Voilà, le créole aussi, c'est en fait une langue, c'est aussi une façon de penser. Donc on risque de perdre pas mal de choses si on ne fait pas vivre en fait cette langue. Et puis pour moi, ce qui n'aurait pas, c'est vraiment, il serait pas à la source vraiment de la culture, vraiment d'être dans les événements en Martinique, se renseigner, participer à certains événements, festivals. Non, totalement. Je pense que c'est important d'être à la source. Et aussi d'avoir, je pense pour moi, c'est d'avoir cette qualité de vie qui n'ait pas peur de... Pour moi, ça serait... Après, je sais pas, peut-être que je m'avance un peu trop, mais je voudrais qu'ils vivent aussi qu'ils puissent grandir dans un environnement sain, où ils ne posent pas qu'ils n'aient pas peur, qu'ils se posent pas de questions par rapport à leur couleur de peau, etc. Voilà.
Non, totalement. Pour moi, c'est important qu'ils soient notamment près de la famille aussi, leurs grands-parents. Voilà, pour moi, c'est important. Ouais. Oui, t'as envie que tes enfants baignent un peu dans ce bain culturel qu'est la Martinique, que représentent les Antilles. Et puis cette transmission des histoires, des valeurs, en fait, que j'ai eues avec mes grands-parents, que j'ai eu aussi avec mes parents. Donc voilà, en tout cas, si je veux avoir des enfants, enfin si j'ai des enfants, j'aimerais qu'ils puissent bénéficier de cette transmission comme j'ai pu l'avoir en fait avant. Ouais, je te rejoins sur ça parce qu'effectivement, enfin, je pense que si t'es antillais ou peu importe l'origine, hein, mais tu n'es pas, enfin, tes parents ne sont pas d'origine française entre guillemets, enfin, on s'est compris que c'est quand tu grandis ici. Forcément, t'es à l'école, hein, l'enfant il aura des enfants de toutes origines, mais pas forcément d'entre guillemets de sa communauté. Donc forcément, peut-être que les parents vont parler sa langue à la maison, mais quand il sera à l'école, déjà c'est le français, et les autres enfants vont pas parler la langue d'origine de ses parents. Donc forcément, et c'est à l'école que tu passes plus de temps, forcément. Donc l'apprentissage se fera un peu moins. Alors que s'ils sont Martinique ou en Guadeloupe, peu importe, il y aura cet apport aussi de leur entourage amical, etc. Bon, je comprends. Bah écoute Anthony, on arrive bientôt à la fin du podcast, mais j'ai encore quelques questions à te poser. Ne me pars pas tout de suite. Alors, déjà du coup, on voulait savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast ? Le concept. Et puis je trouve que déjà premièrement, je trouve ça super sympa que des jeunes puissent entreprendre des choses. Et je trouve que déjà c'est une superbe moyen de donner la parole à des jeunes. Après je sais pas si tu cibles uniquement les jeunes, mais des jeunes, des ultramarins qui font rayonner un peu leur on va dire leur île d'origine. Après j'espère le faire en tout cas. Donc c'est pour moi c'est déjà une fierté pour moi et je suis fier de pouvoir participer à ton podcast. Et puis voilà, c'est un moyen de partager la vie de certains sur cette question d'intégration, comment de faire un retour d'expérience. Je pense que c'est important pour certains qui préparent aussi leur départ pour savoir à quoi s'attendre quand ils vont partir et justement d'avoir un retour d'expérience sur que ce soit ce départ mais aussi le retour, est-ce que c'est compliqué ou pas. Donc voilà, je trouve que c'est un moyen de donner la parole et qu'en plus cette parole elle est accessible puisque il me semble que tu mets à disposition ce podcast sur différentes plateformes. Donc non, je trouve que moi je suis à 200% big up pour ce que tu fais. Donc voilà, moi je n'hésiterai pas. S'il faut le refaire, je le referai sans hésiter quoi. Avec plaisir. Je pense déjà ce premier jet est super. Moi, vous me direz ce que vous en pensez, les auditeurs, mais moi j'en suis très content. Merci pour ce témoignage. Que souhaiterais-tu pour l'avenir de la Martinique ? Je suis quand même concerné par certaines problématiques. Voilà, on en a parlé de cette fuite des jeunes. Il faudrait qu'on puisse non seulement leur donner cette possibilité de pouvoir se former sans partir, mais aussi de leur donner cette possibilité de rentrer aussi. Voilà, puisque ça reste très facile de trouver pléthore de formations, d'écoles en hexagone. Donc il y a des aides en plus. Je me rappelle, il y a la région, donc il y a pour non seulement le billet, etc., ou pour payer les formations. Donc on nous donne cette possibilité de partir, mais il y a cette question de retour aussi. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait aussi peut-être travailler un peu plus et mettre plus de moyens pour que ces jeunes, en tout cas, qui se sont formés pour rentrer aussi chez eux. Donc voilà, j'ai beaucoup d'inquiétude, je dirais, sur ça, parce que voilà, quand on part, on laisse la place aussi à d'autres et à qui, justement. Donc et cette question culturelle, c'est nous en fait, on porte cette culture, donc il faut qu'on puisse revenir et faire vivre en tout cas cette culture. Et puis je dirais d'autres questions, s'affranchir d'autres problématiques qu'on n'a pas toujours résolues par rapport au chlordécone ou pas mal de choses comme ça. Je sais pas, je trouve qu'on s'est pas encore libéré totalement de certaines traumatismes, totalement. En fait, on traîne des choses et en fait, ça se fait. À un moment donné, ça explose. En fait, il y a un cocktail et en fait, à un moment, on n'en peut plus. Et puis, non, je pense qu'il faudrait qu'on puisse s'asseoir autour d'une table, qu'on puisse traiter ces sujets, faire avancer, que ceux qui sont responsables payent, etc. Enfin, je pense qu'il faut qu'on puisse, traiter toutes ces problématiques. Et puis moi je suis pour l'unité en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a que l'on puisse avancer
peut-être arrêter les différends au niveau politique, qu'on puisse vraiment se mettre tous ensemble pour faire avancer ce beau pays, quoi, notre pays. Donc non, voilà, je dirais ça, c'est ce que je nous souhaite en fait. Et c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il y a un travail aussi à faire, je pense, personnel au niveau de chaque entier, dans le sens où il y a, comment dire, on connaît notre passé, on sait ce qui s'est passé. C'est pas parce que il faut pas oublier, bien sûr, mais il faut pas en gros, pour faire simple, on n'a pas été esclave, donc en gros, faut pas qu'on se mette dans cette posture-là. Exactement. Voilà, donc je veux dire, maintenant, enfin, tu vois, on regarde ton parcours, tu travailles à Ikea, tu es responsable de leur site internet et tout, d'optimiser leur site internet, ce qui est fondamental maintenant, puisque tout est digital. Donc voilà, il y a des Antillais qui sont capables d'avoir des parcours d'excellence et de réussir. Donc il faut juste se dire qu'on est capable, enfin voilà, et incarner ça et ne pas oublier le passé, mais s'en libérer. Exactement, c'est vrai, totalement. On n'est pas esclave de l'esclavage, en fait. Hein, donc, c'est ça, exactement, c'est ça, tout à fait. Pour terminer, si tu avais un message pour tes compatriotes, lequel serait-il ? Je dirais croire en soi, en fait. Ça va peut-être faire un peu bateau, mais croire en soi, en fait, quand on a une idée derrière la tête, d'essayer de mettre en place des choses pour atteindre nos objectifs. Et puis, je dirais de s'entourer surtout de personnes qui peuvent nous aider à construire cette idée en projet, justement, de s'entourer de personnes positives qui vont nous aider à atteindre cet objectif. Voilà, pour moi, c'est justement, j'ai pu partir et me former grâce à ça. J'avais pas d'énormes moyens financiers pour finir mes études et je me suis entouré de personnes qui ont cru en moi, qui m'ont dit écoute Anto, vas-y, en fait, ça reste un an, bien que oui, il faut payer la formation, mais il y a des possibilités. C'est ce que j'ai fait. J'ai cru en fait en moi et ils m'ont donné cette force pour m'accrocher et j'en suis hyper reconnaissant pour ça. Donc moi, je pense que faut croire en soi, mais aussi de s'entourer de personnes qui peuvent nous aider à construire notre avenir, quoi. Voilà, c'est ce que je ferais passer comme message. Merci beaucoup pour ce super message. Merci à toi. Écoute, merci Anthony pour ta participation à Dumb Talk. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute que sont Apple Podcasts, Deezer, Spotify, SoundCloud. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires et le noter sur iTunes. Je vous dis à bientôt, un bon courage, un lot de soleil et plus fos.